de huissier, à l'époque où vous avez payé, valait 20 cents. Alors que quand les barèmes ont été revus, ces 500 représentaient plus ou moins 5 $. Et puis après, je crois, au mois de janvier, ça revenait déjà plus ou moins à 2 $, je crois. Alors maintenant, le problème que nous nous posons, est-ce que à partir de très bientôt, les fonctionnaires peuvent espérer, jour après jour, à la fin du mois, toucher leur salaire, ou vous avez une formule pour essayer de compenser ou de garantir aux fonctionnaires de pouvoir survivre avec leur salaire, dérisoire soit-il? Merci Ngwanzo. Je voudrais d'abord commencer par situer le problème. Nous sommes venus faire l'évaluation depuis l'entrée en fonction du gouvernement. Vous avez suivi sûrement que depuis vendredi, le gouvernement s'est réuni pour faire l'évaluation des 3 mois. Vous dites 131 jours. Nous nous sommes arrêtés au mois d'octobre. L'évaluation en fonction du programme gouvernemental sur base duquel le gouvernement a été investi. Le 11 juillet. Dans ce programme gouvernemental, il y avait 3 grands chapitres. Rétablir l'autorité de l'État par la restauration de l'indépendance du pouvoir judiciaire, par la réhabilitation de l'administration, de l'armée, de manière à ce que, si ces 3 services fonctionnent bien, garantir les libertés fondamentales, les droits des citoyens, la sécurité des personnes et des biens. Deuxième chapitre, assainir l'environnement économique, financier, monétaire pour pouvoir amorcer la relance. Troisième chapitre, réhabiliter les infrastructures de base. Ça, c'est un programme sur base duquel le gouvernement a été investi. Et aujourd'hui, nous venons d'évaluer ce que nous avons fait. Vous êtes déjà sur la question de salaire. Et de cette question de salaire, mettez l'accent sur les arriérés et sur l'érosion monétaire. Sur les arriérés, je crois, nous avons trouvé des arriérés énormes à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. À l'intérieur du pays, quand nous sommes arrivés, il n'y avait que le mois de janvier qui a été payé. Nous avons payé de février à juin et les ordres de paiement pour juillet jusqu'à septembre sont à la Banque du Zaïre, ne sont pas exécutés. De toutes les institutions, il y a
Une qui n'a pas encore compris que les choses ont changé au Zaïre, c'est la Banque du Zaïre. Nous reviendrons là-dessus. Si vous n'y faites pas allusion, vous me donnerez l'occasion d'y faire allusion et de parler plus longuement. Il n'y a pas que vous, il y a les arriérés de diplomates. Aujourd'hui, ça fait plus de 30 mois que les diplomates ne sont pas payés. Beaucoup ont été délogés. Les chancelleries où on était locataire ont été fermées. C'est une situation dramatique pour l'image du pays. Depuis que nous sommes là, nous avons élaboré un cadre macroéconomique autonome dans lequel se trouve évidemment le budget. Et nous avons commencé à payer les arriérés des diplomates. Septembre a été payé, octobre est déjà programmé et nous allons continuer. Le problème de l'érosion monétaire, c'est un problème complexe. Et mon impression, c'est que le Zaïrois ne prend pas conscience de l'ampleur de ce drame. Des étrangers sont venus dans notre pays. Le Zaïre est une terre d'accueil qui accepte tous ceux qui viennent ici. Mais il ne faut tout de même pas que ceux qui viennent ici violent impunément les lois et règlements de la République. L'érosion monétaire de votre salaire, vous savez tout de même là où en est la cause. Lorsque le gouvernement, le 6 septembre, a dénoncé l'injection de la fausse monnaie dans les circuits économiques, beaucoup ont dit, une fois de plus, invention. Je me trouvais à l'extérieur. Cette fois-ci, on saisit 15 tonnes de billets de banque. L'affaire, comme la première, en instruction au niveau judiciaire. Pour le premier cas, la justice dit qu'il n'y a pas d'éléments de preuve encore, on peut patienter. Mais pour le second cas, il n'y a pas d'éléments de preuve, le corps du délit est là. Et puis on libère provisoirement tous. C'est excessivement grave. Voilà une autre institution qui ne veut pas suivre. Alors que le pays est en marche. Il n'y a de plus grand complot contre une économie d'un pays que d'attenter à sa monnaie. Les Libanais viennent ici dans notre pays. Nous les accueillons. Ils peuvent travailler. Et en plus de cela, ils deviennent ceux qui doivent être les agents pour l'impression de la monnaie pour compte de la Banque du Zaïre. Le dernier lot qui a été saisi en Mbandaka, les inspecteurs de police judiciaire
ont relevé toutes les séries. Et ils sont allés comparer avec les séries de la Banque du Zaïre. Ce sont les mêmes numéros. Et certains d'entre vous disent pourquoi le gouvernement jusqu'aujourd'hui avait promis de rendre public les séries. Mais parce que les séries sont imprimées 2, 3, 4, 5 fois et injectées sur le marché 3, 4 fois, une fois à la Banque centrale. Si jusqu'aujourd'hui nous n'avons pas pris de décision en cette matière pour ne pas arrêter les transactions, comment voulez-vous, dans un vaste complot comme celui-là, le gouvernement puisse maîtriser les paramètres de l'hyperinflation? 3. Stabiliser la main pour pouvoir amorcer le. La justice ne suit pas. Ceux qui sont connus comme étant responsables courent la rue, protégés, mieux protégés que les Zaïrois. L'affaire de la fausse monnaie n'a pas commencé seulement la nuit du 11 au 2 septembre. L'affaire de la fausse monnaie date de la réforme monétaire. Les conseils d'administration de la Banque du Zaïre, dans sa réunion du 11 avril, dénonce que le groupe Egimex injecte illicitement la monnaie sur le marché. Le 11 avril, avons-nous commis la grave faute de dénoncer? Le Premier ministre sortant, qui a procédé à la réforme, a signé une lettre. Il n'y a pas eu de contrat. Le contrat était verbal. Confiant cette mission d'imprimer les billets à une société dite Egimex. Et aujourd'hui, on constate que Egimex n'est que la pointe visible de l'iceberg d'autres sociétés, toujours par les mêmes personnes. Et Egimex commande le billet, la quantité qu'elle veut, transporte ses billets, livre ce qu'elle veut à la Banque du Zaïre, se fait payer sur la quantité qui est livrée à la Banque du Zaïre, mais entre-temps injecte sur le marché des quantités que nous ne contrôlons pas. Comment, moi, chef du gouvernement, je pourrais protéger votre pouvoir d'achat si nous ne mettons pas fin à ces fléaux? C'est pourquoi l'occasion que vous venez de me donner, je voudrais la saisir et faire appel pathétique à tous les Zaïrois qu'ils doivent assister le gouvernement dans cette mission difficile d'assainir l'environnement économique, financier et monétaire. La monnaie étant l'attribut de la souveraineté,
que les étrangers viennent, nous les acceptons. Mais qui viennent pour porter atteinte à un des attributs de notre souveraineté. Et le Zaïrois accepte facilement cette situation. C'est ce qui me déroute. L'affaire de la fausse monnaie n'est qu'une des étapes de notre crise morale. La crise morale, pour moi, est la plus grave de toutes les crises que nous connaissons, politiques, économiques et sociales, culturelles. Parce que nous voulons de l'argent facile. Gagner facilement de l'argent et ne pas travailler. L'affaire de la fausse monnaie remonte à l'époque de Bindo et consorts. Bindo et consorts ont été aussi tolérés par les pouvoirs publics, encouragés, initiés, sans poursuite des responsables de tout cela. Là aussi, c'était de l'argent facile. Aujourd'hui, l'impression de la monnaie, c'est aussi de l'argent facile. Mais un pays qui ne produit pas, comment peut-il conforter sa monnaie? Alors voilà, aujourd'hui, on vient encore d'arrêter. Si je suis en retard, c'est parce qu'on vient d'arrêter. Cette fois-ci, des Zaïrois avec des Libanais. Non pas dans l'impression des industriels de billets, mais dans l'impression artisanale de billets. Le mal continue, s'amplifie. Les Zaïrois veulent de l'argent facile. Cet argent facile va continuer à éroder votre pouvoir d'achat, à les détruire complètement. Et cette question-là ne doit pas être seulement réglée par le gouvernement, mais par toute la communauté nationale. Et tous ceux qui sont responsables de la fausse monnaie doivent être traqués, pas seulement par la justice, les autorités gouvernementales, mais par toute la population, pour les mettre hors d'état de nuire. Merci, monsieur le ministre. Si évidemment je ne suis pas intervenu parce que j'ai senti que vous aviez de la passion autour de ce problème monétaire, mais que maintenant nous allons aller plus vite. Mais comment ne pas mettre la passion pour le problème monétaire alors que c'est le fondement même de notre économie? Merci. Alors, nous allons avec nos amis. J'ai compris votre schéma, mais je crois que votre schéma se découpe avec le nôtre. Nous allons aborder la première partie par ce que nous appelons la gestion courante. On va vous poser des questions sur la politique, sur l'économie, le social et tout. La deuxième partie, nous la réservons au drame que nous appelons zaïro-rwandais. Et la troisième partie, sur votre périple héros-américain. Je pense que nous aurons la possibilité de trancher sur tout le dossier que vous avez. Vous avez vu que je ne l'ai pas ouvert. Ndombe, Journal Salon. Ma question, Monsieur le Premier ministre, a trait à la cohabitation pacifique entre les institutions. La presse nationale et internationale s'appesantit depuis quelque temps sur les relations, sur vos relations, les relations du gouvernement avec le président de la République. D'aucuns affirment qu'on va droit vers la conflictualité entre le président de la République et le Premier ministre. Il y a même certains qui s'ingénuent à dire que le chef d'État jetterait des pots de banane sur votre parcours. Ma question est donc de savoir quel est l'état de relation au jour d'aujourd'hui entre le Premier ministre et son gouvernement, d'une part, et le président de la République, d'autre part. Je vous remercie. Merci beaucoup.
En démocratie, c'est la primauté du droit. L'acte constitutionnel de la transition a fixé les attributions des institutions. Et pour qu'il n'y ait pas conflit, pour éviter le conflit, le constituant a prévu comme mécanisme la concertation. Cette concertation se fait entre le président de la République et les gouvernements, entre le président de la République et le Premier ministre. Mais votre question m'interpelle parce que le constituant a situé que le Premier ministre doit appartenir à la famille politique autre que celle à laquelle appartient le président. Et si vous lisez les journaux auxquels vous faites allusion, ces journaux viennent tous de l'opposition. Et quand vous voyez parfois les titres, et qui étaient souvent contre le président Mobutu, du jour au lendemain, en sont les grands défenseurs. Et je voudrais savoir, qu'est-ce que nous voulons? Mais si le Premier ministre est issu de la famille autre que celle du président, et les journaux de l'opposition du matin au soir, vous allez voir, le Premier ministre voudrait faire tomber le président Mobutu. Ah, ben vous savez, le président Mobutu vient d'avoir Kengo. Bras de fer entre Mobutu et Kengo. Ne prenez pas vos rêves pour des réalités. En démocratie, je l'ai déjà dit, s'il y a un conflit entre le Premier ministre et le président de la République sur la manière de gérer, le Premier ministre doit avoir le courage de démissionner et de dénoncer ce qui ne va pas. Pour le moment, moi je ne vois pas encore ce conflit. Mais puisque ceux qui l'écrivent savent déjà qu'il y a un conflit latent, mais qu'ils attendent. Puisqu'il est latent, il va éclater. Et comme ça, eux récolteront les dividendes et désigneront un autre. Le problème est plutôt ça. Kengo doit partir vite. Si ce n'est pas conflit, ils disent, mais il va démissionner. Ils attendent qu'ils entretiennent bien le climat, de manière à ce que le conflit arrive vite. Et il ne faut peut-être pas trop jouer avec le feu. Les incendiaires risquent de voir qu'il n'y a pas à ces moments-là des sapeurs-pompiers. Et que s'il y avait, j'ai dit lors du discours d'investiture, nous avons beaucoup de crises économiques, sociales, culturelles, morales. Il ne faut pas à ces crises en ajouter un autre, c'est-à-dire la crise politique. Elle risque cette fois-ci de nous emporter tous. Œuvrons plutôt pour qu'il n'y ait plus de crise politique, que nous allions vers les élections, puisque moi je n'ai pas d'ambition. Mon ambition est de conduire tout le monde aux élections. Alors, ne cherchons pas le conflit avec le chef de l'État lorsqu'il n'y en a pas. Merci. Saloumou Yamba Yamba, journal Indépendance.
Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous êtes à votre 3e avènement à la tête de l'exécutif, ce qui laisse supposer que vous êtes au fait de toutes les toiles que tissent les puissances d'argent, les clubs des amis ou les groupes tribaux dans notre pays. Alors, si on vous posait la question de savoir que maintenant vous donnez l'impression de vouloir vous en débarrasser, que diriez-vous? Me débarrasser de qui et de quoi? De tous ces groupes d'amis, ces puissances d'argent, ces groupes tribaux qui tissent les toiles pour engluer le chemin des affaires publiques. Ceux qui font la fausse monnaie, ceux qui font d'autres intrigues pour compliquer le chemin. C'est votre question? Oui. Vous savez que la transition voulue par la conférence nationale et ensuite par les négociateurs du palais du peuple doit être la préfiguration de la Troisième République. Cela veut dire une transition qui considère le droit comme la primauté en tout. Aujourd'hui, je considère pour ma part que le gouvernement a mission de mettre hors d'état de nuire tout ce qui entrave son action par une forme de criminalité ou de délinquance quelconque. Et moi j'ai toujours placé le devoir avant tout. Le devoir n'a pas de père, ni de mère, ni d'enfant, ni de tribu. Il n'est pas soumis à la puissance d'argent. Il doit être le devoir, servir son pays et avant toute chose. Et nous sommes engagés à mettre fin à la fausse monnaie. Même si aujourd'hui, ceux qui sont à la base de cela sont protégés, soutenus. Puisque nous sommes dans le bon, nous allons vaincre pour le grand bien de notre peuple. Monsieur, l'investiture, le magistrat sont enfermés par la famille, la tribu, la puissance d'argent. Comment pourriez-vous concevoir qu'au moment où vous vous plaignez de votre pouvoir d'achat, tous ceux qui ont été arrêtés en Mbandaka avec corps du délit, la Cour suprême de justice qui inspire tout le respect, considération, admiration dans d'autres pays, puisse également suivre la décision des juridictions inférieures en ce qui concerne l'ordonnance de mise en liberté provisoire. Et d'après toutes les indications que nous avons, puisqu'il faut parler vrai, cette liberté provisoire a été monnayée en dehors du prétoire jusqu'à ce niveau-là. Vous croyez que je ne peux pas me plaindre? Mais tout le monde se plaint de magistrat.
sa décision est fonction de la hauteur de la vénalité. Ali Kalonga, Monsieur le Premier ministre, après votre tournée euro-américaine, les partenaires étrangers vous ont fait beaucoup de promesses. Le pays attend la reprise. Pour rappel, votre devancier, M. Etienne Tshisekedi, a eu à son tour le même cortège de promesses de la part des mêmes partenaires. À quelques 8 mois de la fin de votre mandat, n'êtes-vous pas effrayé que ces promesses soient des promesses d'ivrogne? Une sous-question. Quels sont les mécanismes que votre gouvernement a mis? Il faut choisir vos vocables. Ma sous-question, concerne les mécanismes mis en place pour que le pays entame la reprise. Merci. S'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre, vous gardez sa réponse. Il reviendra quand nous allons arriver à ce chapitre-là, la 3e partie. Mais la question reste. Permettez? Il reviendra et il reposera. Oui. Pour que je ne puisse pas perdre de vue. Merci. Nawesh Karl de la Nation à Chantier. Excellence, excusez-moi de revenir sur la question de la justice. Parce qu'il m'a semblé comprendre que vous aviez du dépit sur cette question-là et que vous étiez pratiquement impuissant. Est-ce que vous croyez que vous-même, vous êtes content de votre justice? Moi, je suis un observateur, je ne me prononce pas. Excusez-moi. Non? Vous n'êtes pas observateur, vous êtes acteur. Donc, si vous avez aussi votre opinion que vous voulez taire. Mais je crois que le peuple zaïrois dans son ensemble n'est pas content de la manière dont sa justice est distribuée. J'ai entendu votre opinion. Je voulais dire ceci. Est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui de faire une autre justice au Zaïre? Et comment est-ce que vous allez vous y prendre concrètement? Le gouvernement a toujours les moyens. Premièrement, revenons toujours au discours d'investiture. Nous avons consacré un long chapitre sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, la situation sociale du magistrat, pour pouvoir terminer par demander au ministre de la Justice de déposer, d'élaborer et de déposer un projet de loi sur le statut de magistrat qui doit améliorer ses conditions de travail pour pouvoir mieux le motiver et lui donner la place éminente qui lui revient dans notre société. Le ministre de la Justice a déjà commencé. D'abord, par une journée de réflexion, de sensibilisation. Il faut toujours commencer par persuader les gens. Ce n'est que lorsque la parole s'avérerait impuissante qu'il faut sanctionner. Le ministre de la Justice a sensibilisé à Kinshasa. Il poursuivra cette mission à l'arrière-pays. Et si cette parole s'avérait impuissante, nous allons entreprendre des sanctions contre les magistrats pour mettre fin à la prévarication qui a élu domicile, pour que le magistrat ne puisse pas monnayer le devoir de sa charge, puisse dire le droit tel qu'il doit être dit, seront le fait qui lui ont été présentés. Et à l'heure actuelle, je regrette parce que
l'opinion publique est contre la justice. L'armée, cette partie constituée des officiers de police judiciaire, ces officiers judiciaires aussi sont contre la manière dont la justice est distribuée. Et certaines détentions préventives qui se prolongent en violation flagrante de la loi donnent l'impression que certains officiers de police judiciaire veulent déjà, à leur niveau, dispenser la justice à leur manière, parce que envoyer le prévenu au parquet